Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter, de l'historique, du policier, de la non-fiction et du coup on va commencer tout de suite. Je vais commencer cette update lecture en vous parlant d'une lecture que j'ai faite durant le Time Machine Challenge de l'année 2020. Il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, ici aux éditions J'ai lu. Il s'agit d'un roman qui me faisait extrêmement envie, que vous avez sûrement vu dans ma vidéo 20 livres que je souhaite lire en 2020. Ici, nous sommes un siècle après leur victoire sur la Gaule et les Romains souhaitent envahir cette fois-ci l'île de Bretagne, donc qui est l'actuelle Angleterre. Les Celtes qui vivent sur ce territoire sont extrêmement divisés et c'est Boudica, une femme guerrière fière et indépendante qui va leur permettre de s'unir pour combattre les Romains. Même si je ne vous spoil pas, c'est écrit directement dans le résumé, ce n'est pas une victoire pour Boudica de ce côté-là. Elle reste quand même une femme qui a énormément marqué les esprits et l'histoire à cette époque et Jean-Laurent Del Socorro a décidé de nous en parler, de nous la présenter, de nous la faire découvrir ici. J'ai adoré cette histoire, c'est une biographie qui est prenante, qui est qualitative. C'est un livre de non-fiction, même si c'est un peu romancé pour que ça se lise de manière assez rapide et prenante, c'est très immersif. J'ai beaucoup aimé le personnage de Boudica qui, avant d'être une mère ou une épouse, est présentée quand même comme une femme guerrière et j'ai beaucoup apprécié voilà, les différents rôles qu'elle joue ici dans ce roman. Dans ce livre, ça nous permet de bien la découvrir sous plusieurs aspects, donc à la fois en tant que guerrière, que reine, mais aussi comme mère et comme épouse, et j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. C'est une femme qui est terriblement attachante, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui n'est pas dénuée de défauts et qui pourtant est un modèle, enfin elle est extrêmement courageuse. C'est voilà, une femme qu'on apprécie et qu'on admire. Et j'ai beaucoup aimé la découvrir ici. J'ai aimé aussi que cette histoire, voilà, elle soit très prenante, les faits soient extrêmement intéressants aussi, et que l'auteur se concentre pas seulement sur les actes et les faits de sa vie, mais aussi sur ses relations psychologiques, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations qu'elle a avec les autres, avec sa famille, son mari, etc. J'ai aimé qu'on ait ce côté plus humain d'une biographie que l'on l'a d'habitude, et j'ai donc beaucoup apprécié cet aspect aussi. Et puis c'est aussi une histoire qui se lit de manière très rapide, c'est très immersif parce que y a la plume de Jean-Laurent Del Socorro. Je l'avais déjà adoré dans Royaume de vent et de colère et je l'ai retrouvée ici. C'est une histoire qui se lit très rapidement et que je conseille énormément à tous ceux qui sont intéressés par l'histoire, ceux qui sont intéressés par ce personnage qui est souvent un personnage oublié dans les cours d'histoire, et j'en sais quelque chose vu que j'ai eu des cours d'histoire sur notamment les Romains et que je n'ai presque jamais entendu parler de Boudica. Je trouve ça vraiment dommage et je suis contente que l'auteur ait décidé de la mettre en avant ici. On en apprend donc un peu plus sur l'histoire romaine, cette invasion de l'actuelle Grande-Bretagne, mais aussi sur la mythologie celtique, qui est une mythologie dont je connais que très peu de choses, les bases, les idées reçues finalement, et j'ai bien apprécié en apprendre beaucoup plus ici. Alors évidemment on n'en voit qu'une base, qu'un aspect, mais ça m'a donné envie de lire d'autres romans, voire d'autres livres de non-fiction sur la mythologie celtique. Voilà, donc je vous recommande énormément cet ouvrage, s'il vous intéresse, foncez, et si l'auteur vous intéresse, n'hésitez pas à lire aussi ses autres romans. Le deuxième roman dont je souhaiterais vous parler, c'est un roman aussi que je souhaitais lire pour le Time Machine mais dont je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y plonger. Il s'agit de Femmes de dictateurs, le premier tome de Diane Ducré aux éditions Pocket. Oui, il s'agit d'un premier tome, il y a un deuxième tome avec d'autres dictateurs présentés par Diane Ducré. Ici j'ai donc commencé par le tome 1 évidemment. On va suivre en fait la vie amoureuse, la vie conjugale, la vie entre les dictateurs et leurs femmes pendant leur règne, leur pouvoir et même avant et après. Ici on va suivre Lénine, Mussolini, on a Staline, Hitler, Bokassa, bref, Salazar, on en a beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce livre de non-fiction que j'ai mis un peu de temps à lire, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'était pas passionnant. J'ai pour commencer pas vraiment apprécié l'introduction que j'ai trouvée assez répétitive et longue. Elle nous présente suffisamment le sujet sans forcément avoir besoin de faire trop de répétitions. Ici ça l'a été un petit peu, mais à partir du moment où on rentre dans la vie de ces dictateurs, ces relations qu'ils ont avec plusieurs femmes, c'est beaucoup plus intéressant et prenant je trouve. De plus, la plume de Diane Ducré est extrêmement immersive et prenante et elle réussit finalement de temps en temps à nous détacher de cet aspect réaliste et on a l'impression de lire un roman et on se rappelle quand même assez rapidement qu'il s'agit ici de non-fiction
et que ces histoires ont vraiment eu lieu, ce qui est assez incroyable. Ça nous permet ici de faire une plongée directe dans la vie amoureuse, la vie conjugale, ces vies qu'ont eu les dictateurs et leurs femmes. Ça nous montre ô combien certains étaient cruels, la plupart tous l'étaient, cruels, manipulateurs, mais de temps en temps étaient humains, et ô combien ces femmes ont réussi soit à tirer profit de la situation de leur mari, de leur amant, de leur amoureux, soit comment elles ont été finalement détruites par ces hommes, ou les deux à la fois elles ont tiré profit, à la fois elles ont été détruites par ces hommes, souvent ça a été le cas. J'ai trouvé ça très intéressant de voir les relations entre les différentes personnes, entre les femmes et les hommes, mais aussi cet aspect de manipulation, de vengeance, de revanche, de manipulation et de possessivité. Il y a quand même beaucoup de points communs dans ces histoires de dictateurs avec leurs amantes, avec leurs femmes, avec leurs épouses. Voilà, il y a des schémas qui reviennent, d'autres, comme je l'ai dit, sont beaucoup plus cruels que d'autres, et voilà, c'était extrêmement intéressant. J'avoue que je peux pas forcément vous en dire plus, c'est de la non-fiction, donc il n'y a pas forcément une histoire. Les personnages, je me suis pas attachée, c'était extrêmement intéressant à suivre, mais je ne peux pas m'attacher à ce genre de personnages qui ont toutes des personnalités extrêmement particulières. Mais j'ai trouvé ça extrêmement instructif, intéressant, et puis ça ramène aussi toute cette histoire, c'est toutes les notions de féminisme qui nous sont présentées quand même ici de manière sous-jacente, et ô combien ces hommes ont eu un aura, une personnalité qui a permis quand même à certaines femmes, et même à beaucoup pour certains, d'être complètement embrigadées, et qui en fait, ces femmes elles font partie entière elles sont une entière partie de leur projet de dictature, de leur projet de devenir dictateur, et leur personnalité qui est extrêmement envahissante, qui montre un peu un aspect du totalitarisme qu'on oublie souvent dans les cours d'histoire, mais qui est quand même extrêmement intéressant de lier totalitarisme et les femmes, le rôle qu'ont eu ces femmes par exemple dans la vie de certains dictateurs, et qui est plutôt intéressant, hein. Certains dictateurs n'auraient pas eu cette vie s'il n'y avait pas eu les femmes. Certaines femmes qui les avaient aidées, qui les avaient soutenues, etc. Donc oui, c'était extrêmement intéressant, je ne fais que le répéter, mais je vous invite sincèrement à le lire si ça vous intéresse, si vous aimez les livres de non-fiction sur les femmes, sur l'histoire, si vous êtes fan d'histoire, et notamment de la période du XXe siècle et du totalitarisme des dictatures, n'hésitez pas. Voilà, je vous le conseille énormément, c'est très intéressant et instructif, et j'ai hâte de lire le second tome et découvrir d'autres femmes de dictateurs. Je voulais passer à quelque chose d'un peu plus léger, mais en fait on va rester sur un roman policier cette fois-ci, avec des meurtres, avec Se taire ou mourir de Karen M. McManus aux éditions Nathan, donc qui est le nouveau roman de l'autrice de Qui ment, qui avait fait beaucoup de succès quand il était sorti en 2018 si je me trompe pas, 2019 je ne sais plus, que j'avais beaucoup apprécié, et ici c'est son deuxième roman. Ça a été une bonne lecture ici. Pour vous raconter un peu ce qui se passe dans ce roman, on se situe dans la petite ville américaine d'Echo Ridge. On va suivre un frère et une sœur, deux jumeaux qui arrivent dans cette petite ville chez leur grand-mère, et en fait dans cette ville a la réputation d'avoir vu deux femmes, deux jeunes filles, deux adolescentes disparaître lors d'un bal, de la soirée du bal de promo, et l'une de ces femmes en fait est la tante de ces deux personnages qui arrivent dans le village, enfin dans la petite ville d'Echo Ridge, et évidemment les menaces contre ces reines du bal vont reprendre lorsqu'ils vont arriver dans la ville, et évidemment il va y avoir un meurtre, en tout cas une disparition puis un meurtre. C'était une histoire plutôt intéressante, j'ai bien aimé, j'ai retrouvé en fait l'esprit du premier roman de Karen M. McManus, donc Qui ment, que j'avais beaucoup aimé, et ici ça a été une très bonne lecture aussi. J'ai bien aimé les personnages, j'ai aimé surtout le personnage d'Ellery qui est la jumelle, qui arrive ici et qui est donc la nièce de cette tante qui a disparu il y a de cela plusieurs années. C'est une fille que j'ai trouvée très attachante, elle est aussi très intelligente, elle sort des clichés des autres personnages qu'il y a dans ce roman, et puis c'est aussi une geek sur les bords, elle est fan d'enquêtes criminelles et d'enquêtes policières, elle a lu plein de romans, vu des séries, des émissions qui présentent des enquêtes. C'est une fangirl, on peut dire ça comme ça, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant en fait, ça apporte un côté léger à son personnage, mais du coup elle est extrêmement impliquée dans ces nouvelles menaces qui arrivent sur la petite ville d'Echo Ridge, et voilà, ça fait que c'est
Une fille qui est plutôt attachante par le fait que je l'ai trouvée assez humaine et pas trop cliché, donc j'ai bien aimé ce personnage. Il y a un autre personnage qui... parce que ce livre est séparé en deux points de vue, celui de Ellery et celui de Malcolm. Celui de Malcolm, c'est un personnage que j'ai plutôt bien apprécié. Il est beaucoup plus discret qu'Ellery, je l'ai trouvé un peu moins original, mais il reste quand même sympa à suivre et c'est un personnage qui, voilà, qui a une certaine logique, voilà, qui est sympa à suivre, mais bon, c'est pas le personnage que j'ai préféré. Pour ce qui est des personnages secondaires, par contre, c'est comme dans le premier roman de cette autrice, ils sont assez clichés, on tombe sur des jeunes qui sont pom-pom girls, des jeunes qui sont sportifs, ou sinon ce sont des rebelles dans le lycée où ils travaillent. Et du coup, ça amène finalement un peu un esprit de série américaine pour ados, un peu à la Riverdale. Je n'ai jamais vu la série, mais c'est un peu le même style de cliché en termes de personnages. Donc c'est pas forcément des personnages auxquels je me suis vraiment attachée, mais voilà, c'est assez cliché, c'est pas forcément révolutionnaire, mais bon, ça fait bien le job quand même. Pour ce qui est de l'intrigue cette fois-ci, elle était très prenante, ça se lit très vite, c'est addictif, on a envie évidemment de connaître le coupable. J'ai bien aimé le fait d'avoir été surprise par le coupable, je ne m'attendais pas à ce suspect-là, même si j'ai suspecté plusieurs autres personnages pendant tout le roman. Donc pour moi c'est un roman réussi, un roman policier YA qui est réussi. Le seul problème pour moi, c'est peut-être le déroulement qui, selon moi, était beaucoup trop rapide. Voilà, je l'ai pas vu venir, mais quand ça s'est passé, ça a été extrêmement rapide. J'ai trouvé ça un tout petit peu dommage de pas laisser se développer un peu ce déroulement dont on attend en fait l'issue depuis le début. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais ça n'enlève pas le plaisir qu'on a à être surpris par le coupable. Et pour ce qui est de la plume de Karen M. McManus, c'est une plume qui se tire rapidement, c'est prenant. C'est quelque chose d'assez simple, voilà, ça ne révolutionne pas le genre, mais ça reste un bon roman policier, young adulte. Pour ceux qui veulent se lancer dans le genre, je pense que ça peut être pas mal. Si vous aimez ce style de série comme Riverdale par exemple, ou même Elite, je pense que ça peut honnêtement vous plaire, et ça fait passer un bon moment, c'est très divertissant, et ça se lit rapidement, on est vite pris dans l'intrigue, du coup je vous le conseille quand même beaucoup. Pour le quatrième et dernier roman de cette update lecture, je vais vous parler d'un roman dont vous m'avez énormément parlé en commentaire, que vous avez énormément apprécié, et je peux enfin rejoindre votre avis sur le fait que j'ai adoré cette histoire. Il s'agit du Secret de la Dame en Rouge de Béatrice Botté, ici aux éditions Scrinéo. C'est un roman, ici on se situe dans les dernières années du 19e siècle à Paris, et on va suivre le personnage de Violette Baudoyer, qui est une jeune fille assez ordinaire qui a fui son foyer et qui arrive à Paris sans vraiment le sou, et qui a pour seul avantage son don, son pouvoir, qui est de lire l'avenir et le passé dans l'eau. Elle va être accueillie par Madame Bouteloup, qui va faire d'elle la coqueluche de Paris sous le nom de la Dame en Rouge, et on va suivre en parallèle le personnage de Florimond Valence, qui est un journaliste qui écrit des articles la nuit, qui se balade dans Paris la nuit, et qui va finalement se retrouver dans une enquête d'une femme qui a été retrouvée mutilée. On la retrouve mutilée dès le début du roman. Et finalement ces deux personnages vont se retrouver unis dans cette enquête et dans les vies l'un de l'autre. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a surprise par la tournure de l'intrigue, et que voilà, j'ai énormément apprécié. Déjà j'ai beaucoup aimé le personnage de Violette Baudoyer. C'est une jeune fille qui, comme c'est dit dans le résumé, est assez ordinaire. Elle est plutôt intelligente, un peu niaise sur les bords, assez intrépide, ne réfléchit pas tout le temps, et pourtant elle est extrêmement attachante, elle est humaine, et le fait qu'elle a un pouvoir, ça la rend encore plus intéressante en fait finalement. J'ai aimé son pouvoir, j'ai aimé sa personnalité de fille qui ne sort pas forcément du lot. C'est pas une fille badass, et c'est pas pour autant la dernière des débiles non plus. Voilà, donc j'ai bien aimé son personnage, je l'ai trouvé très attachant, et puis au niveau des personnages secondaires, il y en a beaucoup qui m'ont beaucoup intéressée. Je me suis pas forcément attachée à eux, mais il y a beaucoup de personnages qui ont beaucoup de potentiel, comme celui de Florimond Valence, auquel je me suis attachée parce qu'on le voit quand même beaucoup plus. Ce sont les deux personnages principaux de l'histoire, qui est un journaliste que j'ai trouvé assez drôle finalement. C'est pareil, il est assez niais, il a pas forcément quelque chose d'extraordinaire, il vit une vie assez simple, mais c'est un garçon qui est assez intrépide aussi, qui est assez charmant, et du coup on s'y attache forcément un petit peu, et j'ai bien aimé la relation entre les deux personnages, qui est pas forcément... on l'a pas exagéré, tout ne se précipite pas entre les deux, ils ne tombent pas amoureux en un coup. J'ai trouvé ça intéressant du coup, leur relation elle est prenante.
J'ai bien aimé certains personnages, comme le personnage de Madame Bouteloup ou ces sbires qu'on voit au fur et à mesure du livre, qui sont des personnages dont j'aimerais en apprendre un peu plus. On nous dissémine finalement quelques indices au fil du livre et ça nous donne envie d'en savoir un peu plus, en tout cas sur le personnage de Madame Bouteloup, qui a un passé assez étrange, en tout cas un passé assez mystérieux et dont on parle très peu dans ce premier tome. Donc voilà, ce sont des personnages que j'ai beaucoup appréciés, je les ai trouvés très bien construits et on s'y attache pour la plupart. Pour ce qui est de l'intrigue, ici il faut savoir que c'est un roman historique avant d'être un roman policier ou un roman fantastique. Le fantastique n'a qu'une toute petite part dans l'histoire, en fait il s'agit du pouvoir de Violette, mais le reste du temps on est sur une intrigue historique, un roman historique, une quête de vie, une quête identitaire. On parle de beaucoup de sujets comme le mariage, comme l'amitié, l'amour, mais aussi la condition des femmes au 19e siècle et des jeunes femmes, comme quoi en fait elles sont obligées finalement de faire partir d'une catégorie que la société leur a dictée. Soit elles sont mariées et quand elles sont célibataires, soit elles deviennent des prostituées pour gagner de l'argent et pouvoir survivre, soit elles deviennent des religieuses et font vœu de ne plus avoir de relations mises au couvent. J'ai trouvé ça plutôt intéressant de montrer ô combien c'était assez imbriqué finalement, qu'elles avaient peu de possibilités. Évidemment elles peuvent trouver un travail hors de la prostitution, mais c'est quelque chose d'assez rare et que quand on arrive sans vraiment de compétences, surtout quand on vient de la province, en tout cas à cette époque, et qu'on arrive dans des grandes villes comme Paris, c'est toujours compliqué de se faire sa place sans risquer notre vie en fait, et j'ai trouvé ça donc intéressant que Béatrice Botté le présente ici dans un roman young adulte. Voilà, j'ai bien aimé cet aspect historique. L'intrigue policière quant à elle, en fait on connaît les coupables dès le début, et j'ai trouvé ça au début assez dérangeant de le connaître parce que je m'attendais finalement à suspecter certaines personnes, à être prise plus dans une intrigue policière qu'historique. Mais en fait finalement, en finissant ce roman, j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent de la part de l'autrice de nous donner les coupables dès le début, parce qu'en fait ça nous met dans une situation qui est assez particulière. On suit des personnages qui vont finalement tourner autour de ces coupables à de multiples reprises et on a l'impression en fait d'être coincé dans une situation où on voit les personnages auxquels on s'est attaché se rapprocher de plus en plus de la menace qu'on connaît aussi de ne rien pouvoir faire. C'est assez frustrant, mais j'ai bien aimé le fait que Béatrice Botté joue avec nos sentiments là-dessus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui j'ai trouvé très originale, que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a un peu, comme je vous l'ai dit, frustrée, et pour autant je l'ai trouvée très intéressante. Donc je vous le conseille beaucoup. Et puis la plume de Béatrice Botté, j'avais déjà lu certains de ses romans quand j'étais plus jeune, elle est toujours aussi prenante, c'est immersif, c'est très bien écrit et ça se lit vraiment tout seul, c'est un roman qui se dévore. J'ai hâte de lire le tome 2, je ne sais pas du tout s'il y aura un tome 3 ou pas. En tout cas le tome 2 me tente beaucoup et j'espère sincèrement que je vous aurai donné envie de le lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu parce que je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir fait. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente. Et donc moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!